Bien, bonjour à tous. Comme l'a dit Laurent, c'est un grand plaisir de vous retrouver ici pour donc un double anniversaire, celui du 80e anniversaire de l'Institut français américain qui a ouvert ses portes en décembre 1945. On peut toujours dire que c'était quand même assez exceptionnel parce que c'est un moment particulier juste après la guerre pour la France d'ouvrir cet institut français ici en Haïti. Et puis quelques semaines plus tard, en janvier 46, apparaissait le premier numéro de Conjonction. Vous avez tous les numéros, presque, je crois, qui sont exposés. C'est assez, y compris le numéro 1, assez remarquable. C'est de voir l'évolution de cette revue. Cette revue Conjonction, c'est davantage qu'une revue, c'est une mémoire vivante, un lieu comme l'est l'Institut, un lieu de rencontre entre les disciplines, entre les générations, entre les sensibilités. Un espace qui dialogue à la fois la littérature, l'histoire, la sociologie, la philosophie, les arts et les sciences humaines. Et surtout un lieu où la pensée haïtienne se dit, se construit, se transmet, se confronte et se renouvelle. Et je pense qu'il y a peu de publications qui peuvent témoigner d'une telle longévité, peu qui ont traversé aussi autant de crises, les crises du pays, les bouleversements, les transformations aussi du monde, en demeurant pourtant toujours fidèles à leur mission première, c'est-à-dire de faire circuler les idées. Alors c'est une mission qui est toujours plus essentielle que jamais, et c'est pourquoi on a souhaité poursuivre, parce qu'il y a eu une petite interruption quand même de quelques années, mais on a souhaité poursuivre l'aventure de Conjonction avec tous ceux qui l'écrivent, qui la portent. Et donc aujourd'hui, on va avoir une table ronde autour de deux numéros. Le numéro 229, Haïti, les chemins de la pensée, qui nous invite à revisiter les grands courants intellectuels haïtiens et les héritages qui continuent d'éclairer le présent. Et puis le numéro 230, qui sort aujourd'hui et qui est consacré à la littérature haïtienne d'expression créole, avec comme titre Traces, fulgurances, perspectives. Et donc c'est un numéro qui met en valeur toute la richesse de la création littéraire en langue créole, une langue qui est vraiment, je dirais, l'âme d'Haïti, une langue qui exprime sa sensibilité, son imagination, son humour, ses combats et ses rêves, et qui continue d'inspirer des écrivains, des créateurs, et puis bien sûr le public. Et donc je voudrais saluer très chaleureusement toutes celles et ceux qui ont rendu ces publications possibles, à commencer par le rédacteur en chef, Lionel Trouillot, mais aussi Louis-Bernard Henry, Rodney Aimé, Sabine Lamour et Georges-Élie Lucien. Je remercie par avance tous les intervenants à cette table ronde qui vont partager leur réflexion au cours de cette table ronde et demain, deuxième table ronde, à la même heure, demain ici, même lieu, même heure. Voilà. Et puis il y aura aussi des artistes qui vont accompagner ces échanges, notamment Cornélien Nadine, dit Ralba, qui va offrir des lectures poétiques, et Beaufort Rénal, dit Reza, qui transformera en création, qui est là, qui est juste derrière nous, là-bas, qui transformera en création graphique les idées qui vont émerger des discussions. Je voudrais aussi remercier Sunrise Airways, qui est un partenaire en soutien à cet événement. Et puis, saluer le grand écrivain Lionel Trouillot, votre engagement auprès de Conjonction qui date, témoigne de votre fidélité à cette aventure intellectuelle. Et vous êtes, après le numéro 229 et ce numéro 230 aussi, en charge du prochain numéro 231 qu'on a hâte de découvrir. Alors, célébrer 80 ans de Conjonction, c'est pas seulement regarder le chemin parcouru, c'est aussi regarder l'avenir, c'est aussi faire le pari que les nouvelles générations d'écrivains, de chercheurs, d'artistes et de lecteurs continueront à faire vivre cet espace de liberté intellectuelle. Et comme l'écrivait René Dépès, dont on célèbre, on dit le centenaire, mais en fait c'est le centenaire au sens large, puisqu'il aura 102 ans cette année, comme il disait, la culture est une manière d'habiter le monde, et depuis 80 ans, Conjonction nous aide précisément à habiter le monde avec davantage d'intelligence, de curiosité et de liberté. Et je souhaite que cette belle aventure puisse se poursuivre encore très longtemps. Voilà. Merci beaucoup. Bons échanges. Et merci encore à nos intervenants.
Merci. Merci beaucoup, M. l'ambassadeur. Et donc, Lionel, Jérôme Toussaint, professeur Belhoum, conseiller Bernard-Henri, la scène est à vous. Et j'espère que Pierre Buteau nous rejoindra bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Remerciements à Monsieur l'ambassadeur, à Monsieur le conseiller culturel, au service culturel français. Je dirais, je pense que c'est une manière de lancer le débat que la coopération au sens large, c'est-à-dire la collaboration entre une institution culturelle française et des chercheurs, artistes, intellectuels, écrivains haïtiens est un exemple d'une collaboration digne. Et ce qui n'est pas toujours le cas dans les relations avec Haïti et des instances ou institutions étrangères ou internationales. Quand on lit cette longue histoire de conjonction, c'est comme une sorte de presque d'anthologie des savoirs haïtiens. Et dans leurs contradictions, et je dois le dire, je crois que tout le monde ici connaît mon franc-parler, que ce qu'il y a d'intéressant dans l'aventure, c'est qu'il n'y a aucune forme, je dirais, de vouloir imposer un point de vue, voire même une thématique. Si dans les numéros de conjonction que vous avez pu lire, les Haïtiens ont écrit des idioties, on va pas dire que c'est la France qui les signe. Donc, nous avons écrit dans cette revue nos savoirs, nos aspirations et nos bêtises. Voilà donc pourquoi il m'a semblé en effet important que cela continue. Et l'événement du jour est pour moi un événement extrêmement important, célébrer 80 ans, mais célébrer aussi avec un titre qui est toute une problématique, Haïti, les chemins de la pensée. Et on peut voir la dégradation de ce pays quand on voit, je vous remercie de votre présence, le petit nombre de personnes qu'il y a ici aujourd'hui. Cela témoigne de quelque chose. Et c'est autour de cela que j'aimerais que nos invités engagent et poursuivent la conversation. Je commence par le plus jeune, le seul jeune, Louis Bernard-Henri, qui a été l'assistant justement dans la rédaction de ce numéro Haïti, les chemins de la pensée, poète, romancier, lauréat du prix des chants. On attend toujours le deuxième roman. Et puis, ces messieurs, ils ont trop de titres pour que je nomme leurs titres. Donc, Yondika Arbiron, qui s'occupe des recherches à l'Université d'État, qui est aussi l'un des responsables des éditions de l'Université d'État, l'infatigable et le vrai problème, ça va être, vous allez voir comment l'amener de temps en temps au silence, que les autres puissent parler. Mais ça, on verra. On va gérer. L'infatigable Jérôme Toussaint, qui fait un travail de transmission au niveau de l'université, qui est aussi très impliqué dans la recherche. Et puis, on a un absent, mais ceux qui le connaissent savent qu'il est absent un peu enfin, il est en retard par définition. C'est notre ami Pierre Buteau, président de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie. Bon, la géologie, c'est la belle blague parce que on n'a jamais trop entendu parler de géologie véritablement dans ce pays. Je vais lancer le débat Haïti, les chemins de la pensée. Peu de monde ici. Tout le 19e siècle et jusqu'au 20e siècle. Peu de références dans
la production de savoir en Occident, peu de référence à quelque chose qui pourrait s'appeler une pensée qui aurait émergé en Haïti. J'aime le dire, deux grands esprits européens du 19e siècle, même si l'un se moquait un peu de l'autre, Marx aimait bien se moquer de Hugo dans certains de ses textes, et Karl Marx et Victor Hugo font une référence à Haïti pour dire que Louis Bonaparte fait des sous-louqueries. C'est quand même intéressant, voilà, la présence d'Haïti dans, je dirais, le discours occidental. L'occultation quasi totale d'un personnage historique pourtant important, c'est quand même le premier leader de l'Amérique postcoloniale, Jean-Jacques Dessalines, inconnu quand il n'est pas dénoncé comme étant un barbare. Début XXe siècle, Haïti entre au cinéma par la figure du zombie. C'est le pays de la zombification. Dans, je dirais, l'imaginaire occidental, dans même la pensée, j'insiste, même dans la pensée savante occidentale, peu de présence d'Haïti. Et même chez nous, quand j'entends des gens dire 200 ans et quelques d'échecs, comme si ce pays n'avait produit que du pire, comme si ce pays n'avait pas produit de réflexion sur lui-même. Et on a entendu, excusez-moi de le dire, moi j'ai vu à la télévision récemment un diplomate expliquer Haïti. Bon. J'ai quand même lu beaucoup de livres et j'ai quand même vécu à l'étranger, je me vois mal. Et on a eu Prechmars comme ambassadeur, on a eu Émile Saint-Lô comme ambassadeur, on a eu quelques grands intellectuels ambassadeurs, je vois mal Émile Saint-Lô expliquer aux ressortissants de tel pays étranger, voilà ce que c'est que votre pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ce sera ma première question. Pourquoi cette négation d'une pensée haïtienne, d'un savoir haïtien sur Haïti, et de la part des étrangers, et de la part des Haïtiens? Je vais commencer par le plus jeune, évidemment. Monsieur le vice-doyen. Et voilà, tu es avec nous. Pourquoi donc est-ce que j'ai tort de dire qu'il semble y avoir une méconnaissance totale de ce que ce pays a produit comme pensée, et de la part des Haïtiens, et de la part des étrangers? Tu veux qui? Je suis le plus jeune, c'est une antiphrase. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à toi Lionel, et bonsoir à Picard et à Harold. Bonsoir à l'ambassadeur et à Laurent. Bon, d'abord merci de m'avoir convié à l'aventure de conjonction. Je pense que cette question que tu poses, on se l'est posée et dès le départ du Méo, et un peu tous les textes essaient de revisiter la pensée haïtienne à partir à la fois de nos contradictions à nous, de nos et aussi de notre rapport au monde. Il y a, moi je pense, en continuant un peu la pensée qu'Étienne Lucien a essayé de développer dans son article, de dire que les processus, les rapports au monde sont par essence et des rapports soit de solidarité ou de violence. Et dans le cas d'Haïti, dans son rapport à lui-même et au monde, c'est à la fois un rapport de lutte, et les rapports de domination sont des rapports de mise en silence aussi. Et pendant longtemps, Haïti est connu du monde comme étant un pays dominé. On ne va pas donner la parole on va pas confier à 1804 l'utopie de faire un monde libre et égalitaire pour tout le monde. C'est parce qu'Haïti n'existe pas. Après 1804, Haïti n'existe pas dans ses rapports au monde et dans le regard de l'autre comme étant un pays capable d'éventer, comme étant un pays qui
comme étant un pays qui a été capable d'amener au plus haut point l'idéal qu'a porté en partie la révolution française. Chez nous, je pense aussi, là on peut venir à ton article, qui a été un peu le conflit entre le noirisme et le mulâtrisme, pour un peu voir le silence sur ce qu'Haïti a produit comme pensée. On a eu l'étroite relation entre la pensée intellectuelle haïtienne et la politique, et la violence politique comme telle. Donc quand on voit, par exemple, ce qu'a été le duvalierisme, ça a été la mise à mort aussi à la fois d'intellectuels haïtiens, mais à la fois aussi la mise à mort d'une pensée haïtienne. Et quand on voit pendant 40 ans que le nom de Dessalines il a été interdit en Haïti de parler de Dessalines, c'est aussi la mise à mort de l'individu en tant que tel, mais c'est aussi la mise à mort de la pensée en tant que telle. Donc, je te repasse le micro et puis peut-être on en rediscutera. Donc pour toi, ce serait des mécanismes de domination qui auraient occulté tout ce qu'Haïti a produit comme pensée, mais il faudra se demander comment ils ont pu se perpétrer en Haïti. Parce que c'est ça le problème de la part de l'étranger, c'est évident. Mais, monsieur le vice-recteur, absolument rien. Absolument rien. J'aimerais vraiment que vous abordiez cette question, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce pays ne sait pas ce qu'il sait, pourquoi ce pays se nomme lui-même comme s'il n'avait rien produit comme pensée, alors que toi tu travailles beaucoup là-dessus justement, sur des penseurs haïtiens avec leurs contradictions, Firmin, Bellegarde, j'espère qu'un jour tu choisiras un homme de gauche, mais c'est pas grave. Et pourquoi est-ce que ce pays ignore ce qu'il sait? C'est presque paradoxal de le dire, mais ce pays a produit. Tiens, toi tu travailles sur Weissmars. Il y a un fond de pensée, mais on dirait que tout le monde l'ignore. Bonjour. J'ai bien écouté et entendu l'interrogation de notre ami Lionel. Moi, je pense qu'il y a un problème d'éducation et de transmission. Et en ce sens, je pense que les intellectuels haïtiens, je pourrais parler des universités haïtiennes, n'ont pas fait le travail de transmission. En un mot, nous sommes un peu aliénés, les intellectuels haïtiens. Et je vais donner un exemple. J'ai commencé à m'intéresser réellement à la pensée haïtienne, et c'est paradoxal. À partir de mon arrivée à Paris en 1991, je parle de mon expérience. Peut-être bien avant, au Mexique, en 1988, quand j'ai été à la bibliothèque de El Colegio de México. Et là-bas, je faisais ma maîtrise en communication sociale. Quand j'étais à la bibliothèque, j'ai vu et j'ai découvert des textes haïtiens que je n'avais pas eu la chance de découvrir en Haïti.
D'abord. Deuxièmement, quand j'étais à Paris, j'ai eu la chance de côtoyer ce grand ami d'Haïti qui a pour nom Gérard Barthélemy. Et mon expérience avec Gérard Barthélemy a été importante et déterminante. Des gens qui auraient dû en Haïti m'appeler et m'accompagner ou m'initier à la pensée haïtienne, ils ne l'avaient pas fait. Et pourtant, permettez-moi l'expression, un étranger, et de surcroît un Français, va m'introduire à la pensée haïtienne. Et je dois confesser que c'est chez Barthélemy que j'ai photocopié dans son entièreté de l'égalité des races d'Anténor Firmin. C'est chez Gérard Barthélemy que je vais découvrir l'ensemble des travaux de Jean Price-Pass. Voilà. Et là, anecdote, oui. Parfois les samedis, j'allais travailler les textes haïtiens chez Gérard Barthélemy. Il m'accueillait, et je profite de cet espace pour lui rendre cet hommage. Il m'accueillait. Et je devais prendre le train. Je m'arrêtais, il venait à ma rencontre. Dans sa voiture, il m'amenait chez lui. Il était un bon menuisier, hein, Gérard Barthélemy, un bon menuisier. Et il faisait bien à manger, il cuisinait bien. Il m'accueillait, il me donnait à manger, j'avais accès à sa bibliothèque et je pouvais utiliser sa photocopie. Et c'est pourquoi, dès mon retour en Haïti, en 1999, je me mettais à produire des textes sur la pensée haïtienne et à inaugurer un cours Histoire de la pensée haïtienne. Et je l'avais intitulé à un moment donné Sociologie de l'utopie en Haïti. Et je précise en même temps, j'ai été vraiment absorbé par ce type de travail, c'est-à-dire je travaillais fort et jusqu'à présent, je continue à travailler et les textes haïtiens et à publier. Je me rappelle en 2004, oui, je vais terminer, mais c'est important. Ça, c'est le point de départ. Et en 2004, et je pense même à l'époque, si j'ai bonne mémoire, 2004-2008, et le docteur Picard, qui est à ma gauche, étudiait à l'Université de Laval. Et j'étais invité à donner un cours sur la pensée haïtienne à l'Université de Laval. C'est-à-dire sociologie de l'utopie haïtienne, mais à partir des auteurs haïtiens. Je donnais ce cours en master et en doctorat. C'est pour, si vous me permettez, cher Lionel, pour vous présenter mon histoire, le rapport que j'ai avec les auteurs haïtiens, et j'ai décidé, et c'est important, je travaille certes les grands auteurs européens, j'ai même publié sur des grands auteurs européens tels que Habermas, tels que Bourdieu, mais en même temps, je le fais en relation avec les auteurs haïtiens. J'ai publié sur Jacques-Stéphane Alexis, j'ai fait un livre sur Jacques Roumain, et je suis en train de terminer un livre sur Jean Price-Pass. C'est pour vous dire mon rapport. Et maintenant, je dialogue aussi avec un auteur que notre ami Trouillot n'aime pas trop, semble-t-il, Dantes Belgate. Ah, je le dis. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ah, bon. Merci. Et voilà, en effet, on salue
ton travail assidu et exemplaire sur les auteurs haïtiens. Bon, au-delà des anecdotes, et que on est content d'apprendre que tu aimais bien la cuisine de Gérard. T'étais pas le seul d'ailleurs. Et tu as beaucoup insisté sur une sorte de déficit dans la transmission qui viendrait de l'éducation. Donc toi, tu as insisté sur le côté, je dirais, une domination systématique qui viendrait d'ailleurs, qui serait répercutée en Haïti et qui passerait sous silence des éléments de la pensée haïtienne. Toi, tu parles d'un déficit au niveau de l'éducation. Bon, peut-être moi je vais aborder cette affaire à partir d'un autre angle, quoi. Et ce qui est important à souligner, c'est que c'était pas le cas, par exemple, dans les années 50, quoi. Qu'on pourrait appeler, c'est peut-être des années, c'est une période qu'on présente souvent comme la belle époque, quoi. Mais c'est aussi une époque florissante du point de vue des débats intellectuels, quoi. Et moi, je crois que sur quoi il faudrait insister, c'est qu'a représenté cette décennie 1960, quoi. Une cassure qui a fait que il y a une coupure générationnelle, je dirais, en quelque sorte, à cause de la dictature, quoi. Pour moi, j'ai toujours insisté sur le fait qu'il y a une effervescence intellectuelle haïtienne en Haïti dans les années d'occupation, pendant les années d'occupation, et ça a continué dans les années 40-50, quoi, avec une répercussion dans les débats mondiaux, je dirais, quoi, et peut-être quelque chose qui a annoncé d'autres effervescences intellectuelles, quoi, surtout dans ces années 50, quoi. Mais la difficulté, c'est que il y a eu cette coupure et il faut reconnaître l'effet de la dictature, l'effet aussi de récupération de cette tradition par la dictature, et qui a fait que à partir des années 80, ou du moins surtout à partir de la chute de la dictature, c'est que les gens on pouvait pas se réclamer de Presmas, parce que d'éminents intellectuels haïtiens présentaient Presmas comme notre ami commun Max Dominique reprenait quelque chose d'un point intellectuel trinidadien, quoi. Il a reconnu s'être trompé. Oui. Mais disant que Presmas est à Duvalier ce que Comino est à Hitler. Comme il y a beaucoup de jeunes, puisqu'il y avait cette pensée-là, et ce que Michel Acacia appelle la rupture épistémologique avec Presmas, qui dit toute sa réflexion sur l'haïtianité, sur la dimension culturelle dans toute construction d'une véritable haïtianité. Duvalier a récupéré cela en réduisant la pensée de Presmas pour un usage politique, et la droite traditionnelle raciste haïtienne et le marxisme haïtien d'où je viens ont versé dans le piège, et on a abandonné la pensée de Presmas et toute la pensée de l'indigénisme au dualisme. Donc c'est de ça que M. Biron est en train de parler, et c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, quand je grandissais en tant que jeune intellectuel haïtien, oh, voilà Vito qui est en train de courir. Attention qu'il ne se casse pas. Il m'était presque interdit, dans ma culture, entre guillemets, culture de gauche à l'époque, de lire Presmas, voire de citer Presmas. Ouais, absolument. C'est vrai que, quelque part, nous avons abandonné cette tradition de pensée haïtienne pour toutes les mauvaises raisons. Parce que le problème, c'est que Presmas, c'est quand on a fêté son anniversaire à Port-au-Prince, qui correspondait à son il a de l'énergie qui correspondait à son jubilé intellectuel, quoi. Et il est sorti auréolé au bout de ces années 50. Donc, et voilà,
ça va être absolument néfaste, quoi, pour la réception de ta pensée, non seulement dans le contexte haïtien, mais un peu partout dans le monde, quoi, parce que moi je crois que c'est la réception qu'a fait le fameux professeur trinidadien et peut-être quelqu'un comme Léon-François Hoffman aussi, quoi, et Hoffman et J. Michael Gash et puis et d'autres intellectuels haïtiens qui ont repris ça. Et puis, par exemple, et en particulier, la réception de Prince par des Perses, quoi, quand le fameux texte sur Bonjour et adieu à l'égritude, ce qui était dans le site principal, c'était Prince, quoi. Donc, du coup, voilà une construction intellectuelle qui était déterminante dans ces années 50, quoi, qui annonçait, qui était dans la continuité de tous les débats intellectuels des années de la fin du 19e, quoi. Voilà, moi je crois que cette cassure a été déterminante et les milieux de gauche et les milieux, parce que le problème c'est qu'il y a là, d'un côté la récupération du Valéry, et d'un autre côté, c'est les éléments de gauche ont remis Price à Duvalier sur un plateau d'argent, quoi. Oui, ils ont abandonné Price à Duvalier. Alors, attendez-moi, s'il te plaît. Monsieur le retardateur, bonjour. Bonjour à vous, monsieur. Alors, donc, la question de départ, c'était ce pays a produit une pensée, il produit encore de la pensée. Pourquoi est-ce que les Haïtiens eux-mêmes, comme les étrangers, semblent être totalement dans l'ignorance de cette pensée et avoir un regard négatif sur Haïti comme lieu n'ayant pas produit de pensée? Alors, Louis San a dit qu'il pense que c'est parce qu'il y a une domination de l'étranger qui fonctionne, qui a fonctionné et qui a fait que nous-mêmes nous avons nié et passé sous silence ce que nous avons produit comme pensée. Et Roi Toussaint a insisté de son côté sur un déficit au niveau de l'éducation, lié aussi à une part d'aliénation de la part des intellectuels haïtiens. Et Picard a fait ressortir un élément qu'on avait un peu oublié, l'impact de la dictature, la cassure des années 60 avec le duvalierisme. Au fait, cette pensée, elle était très présente dans les années 50. Et c'est vrai qu'à l'époque de l'installation de la dictature, tout ce qu'il y avait comme mouvement culturel, tout ce qu'il y avait comme production de revues, de magazines, tout ce qu'il y avait comme intellectuel en tant qu'enseignant, toutes ces choses-là, tout ce monde-là a été quelque part détruit, décapité. Donc c'est vrai qu'il y a eu une rupture. Les jeunes d'aujourd'hui, quand on grandit dans les années 50, cette effervescence intellectuelle, on en a conscience, on participe. Là-dedans, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, monsieur le grand sage, quel serait, toi, ton regard sur pourquoi ce pays semble ne pas savoir ce qu'il sait? Et est-ce qu'il y a, à chaque époque, je crois, et à chaque conjoncture difficile, complexe, comme toute une leçon, oui, comme toute une leçon. Mais le problème, c'est que je me souviens que, et tout juste après la sortie de la revue indigène, Jacques Roumain était préoccupé, très préoccupé, et il parlait il faut une pensée haïtienne. Ce qui se passe aujourd'hui, la crise à laquelle on est confronté, et cette préoccupation que partageait Jacques Roumain à son époque, justement, elle est quoi? Nous vivons, je crois, l'apparence du décès de la pensée haïtienne. Et cette pensée haïtienne s'inscrit. Et il n'y a pas beaucoup de pays chaque pays a ses légendes, s'inscrit d'abord dans l'histoire du grand récit des peuples, que nous partageons à l'ouverture des sociétés modernes avec la France. Il y a eu 2 grandes révolutions à produire, à impulser cette pensée haïtienne et qui va être marquée par l'évolution de ce grand récit, par ce qu'on appelle aussi ses altérations, mais encore aussi par un ensemble d'instruments d'analyse qui poussaient cette pensée-là, qui l'encadrait. Et tout au début,
c'était la littérature, qui était l'instrument d'analyse des grands penseurs haïtiens. Si l'on accepte Faté, si l'on accepte Juste Chanlat, qui était aussi un littéraire. Mais la pensée était avec deux plans. Alors je parlais d'accomplissement parce que faut faire court. L'accomplissement, c'est quoi? Oui, bien, Je crois que c'est dans l'histoire de ce pays, cet accomplissement est venu dans la mesure où cette pensée va être densifiée par tout un ensemble d'apports. L'héritage du grand récit des peuples que Haïti a produit aussi. Et aussi ce qu'on appelle un ensemble d'éléments à caractère doctrinal, la négritude, un ensemble à caractère esthétique, le surréalisme, un ensemble aussi à caractère épistémologique, plus largement, le marxisme, mais pas que le marxisme, et d'autres supports académiques, le libéralisme aussi a joué un rôle dans la structuration de la pensée haïtienne. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, et dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec de grands penseurs, on peut contester au niveau de la dérive politique, mais ça existait, mais jamais auparavant, on a eu une pensée, c'est pourquoi je parle d'accomplissement, aussi dense, c'est-à-dire vivifiée par un ensemble d'affluents qu'on n'a jamais connu auparavant, et aujourd'hui, j'achève, nous vivons l'apparence du décès de cette pensée. Parce que, attention, nous vivons une situation qui n'est pas que nôtre, que la France partage, et même les États-Unis d'Amérique, dans ces délires politiques, que d'autres pays partagent. L'Argentine, il y a une crise. Et je crois, pour citer ton frère et mon frère aussi, qui disait dans Global Transformation, adieu culture. Aujourd'hui, la pensée haïtienne n'est plus nourrie par ce qu'on pouvait appeler, que Jean Presmans vous citiez, c'était ce que Eliade, je crois Eliade en a parlé, c'est la spiritualité primitive. On tourne le dos à la tradition, la culture traditionnelle, mais on tourne le dos aussi à la culture savante. Ce prof qui est là, qui produit beaucoup, qui parle beaucoup, mais à l'époque de Delorme, il aurait été idolâtré par tous les jeunes, mais c'est plus le cas. On change d'époque. J'arrive. Est-ce que justement, oui, vas-y. Oui. Et en fait, j'ai envie de dire quelque chose un petit peu provocateur. Je le suis, provocateur. Moi, je pense que il y a une espèce d'égoïsme chez les intellectuels haïtiens. Égoïsme. Et quand on parle de pensée haïtienne, il faudrait parler, il faudrait faire une sorte de psychosociologie et même socio-psychanalyse les intellectuels haïtiens. Hey, je pèse mes mots. Parce que vous avez, bon, ce mot, on l'utilise presque pas. Nous avons une race d'égoïstes. Hey, non. D'ailleurs, nous avons peur de nous citer. On ne cite pas l'autre. En Haïti. Et ce qui est grave, heureusement, le docteur Biron est avec moi. Et comment parler de la pensée haïtienne si nous n'enseignons pas ceux qui sont porteurs d'une pensée dans nos écoles et dans nos universités? Et ma provocation va plus loin, cher docteur Biron. À la faculté même d'ethnologie, Jean Presmans, fondateur de l'Institut d'ethnologie, qui va devenir faculté d'ethnologie, Jacques Roumain, qui est le fondateur du bureau d'ethnologie, et ne sont même pas enseignés. Ne sont pas enseignés d'une manière formelle. D'une manière formelle. C'est-à-dire, moi, j'ai donné un cours, là, je reviens à ce cours que j'ai donné à l'Université Laval. Il y a eu des étudiants haïtiens, c'était pour la première fois qu'on parlait ouvertement
qu'on étudiait, je presse passe. C'est-à-dire, il a fallu qu'il laisse faculté d'ethnologie, faculté des sciences humaines. Mais maintenant, comment transmettre cette, je reviens à la question de transmission. Et, notre brave Trouillot, où est-ce qu'on commence à enseigner ta pensée? En ce moment. Où on commence, c'est-à-dire qu'on commence à étudier tes textes, on commence à te critiquer, etc., etc. Mais c'est ça le grave problème. Il n'y a pas de transmission, on n'enseigne pas. Est-ce qu'on enseigne même à l'école normale supérieure? Je ne sais pas s'il y en a. Je ne sais pas si on va me couper la tête. Eh bien, excuse-moi, Erol. Mais c'est important. Il est... Non, je termine, cher ami. Et je termine. Moi, je pense que nous qui sommes ici, nous aurons peut-être la mission de faire un travail, c'est-à-dire, que pouvons-nous faire pour faire connaître cette pensée haïtienne? Je reprends. Que pouvons-nous faire puisque nous avons assassiné? C'est pas Duvalier seulement qui a assassiné la pensée haïtienne, attention. C'est-à-dire que nous avons assassiné. Il ne faut pas prendre uniquement Duvalier comme prétexte. Oui, il a sa lourde responsabilité. Mais et nous, après le départ de Jean-Claude, qu'est-ce que nous avons fait pour faire régner, pour faire avancer, pour étudier cette pensée haïtienne? Il y a pas mal de gens qu'on aurait... Mais ton frère là, ou bien ton cousin là, Michel Trouillot, c'est puissant. Où est-ce qu'on l'étudie? On étudie d'une manière systématique ses écrits. Oui. Moi, je fus vice-recteur aux affaires connues, j'allais mener cette lutte pour que dans les bibliographies des profs, de ceux qui enseignent, que figurent des auteurs haïtiens. Hey, donc on peut voir, on parle de sociologie. Oh, il y a une sociologie haïtienne. Parler de pensée haïtienne, c'est parler d'une ethnologie haïtienne, d'une pensée haïtienne. Mais où est-ce qu'on étudie ces penseurs haïtiens? Ouais, d'accord, Erol, on a entendu. Moi, je suis un petit peu en colère. Erol, on a entendu. Au fait, c'est le même propos. Oui, il n'y a pas de transmission. Pourquoi il n'y a pas de transmission sexuelle? Si la réponse est uniquement une affaire de volontarisme, je pense qu'on se trompe. Et j'aimerais bien qu'on revienne au général. La rupture dont tu parles avec la catastrophe du Valier et les repères que Pierre a indiqués tout à l'heure, est-ce que justement cette crise que nous vivons n'est pas liée à la perte de ces repères? Quels sont les lieux de pensée savante en Haïti déjà, disons au XXe siècle? Je suis prudent, je ne vais pas au 19e. L'humanisme chrétien a été un haut lieu de pensée qui a produit des textes, qui a produit un enseignement. C'est la différence à l'époque entre Saint-Martial et Saint-Louis-Gonzague. Je plains ceux qui étaient chez le frère Raphaël, parce que c'est... Je pense qu'il y a eu plusieurs difficultés à ce qui nous arrive. La première, c'est le problème de transmission, le déficit de transmission. Et qui est dû au fait qu'on a eu des saignées migratoires, c'est-à-dire des départs systématiquement avec des crises récurrentes. Il y a eu aussi ce qu'Erol a souligné, ce problème de cette fermeture, de cette ghettoisation de l'intellectualité haïtienne, à part peut-être quelques initiatives qui ont été prises parfois pour ouvrir la poésie à des jeunes, mais c'est pas une chose évidente. Et je pense aussi que pour que la pensée d'un pays puisse tenir la route, il faut qu'il y ait derrière toute une infrastructure d'édition, d'émissions de télévision. Lionel a essayé, mais il était seul dans le désert. Alors, il aurait fallu qu'il y ait tout un appareillage qui soutienne cette pensée. Donc, ce qui arrive, c'est que ça soit Erol, Pierrot, Biron ou Lionel, on est des îlots vraiment isolés. Et des fois, et ce qui m'inquiète, justement, c'est que ce débat que nous faisons là ne soit pas un débat qui soit fermé encore une fois sur nous autres. Je me souviens qu'à un certain moment, j'emmenais des élèves dans les vernissages. C'était possible avant l'insécurité. D'accord, les gens étaient contents de voir des jeunes en uniforme dans les vernissages. Mais, ou bien au cinéma. Maintenant, l'insécurité a
couper tout ça. Donc il faut voir qu'il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème il y a quelque chose qui a phagocyté, une certaine manière de faire de la politique a phagocyté la pensée, ce qui fait qu'il n'y a que je dirais, des résidus de ce qui est. Et c'est pour ça que je remercie l'éditorialiste de et l'Institut français sur cette affaire de pensée haïtienne. Il y a beaucoup de gens qui, de ce fait, se sont dit, mais tiens, il y a une pensée haïtienne. Merci, Lionel. Mais il y a deux choses qui ont animé l'histoire de la production de la pensée haïtienne. C'est surtout un phénomène nommé l'émulation. Un autre aspect qu'Edmé signalait, il y avait des lieux de savoir, je dois dire aussi. Et Jean Price Mars a été possible parce que quand il revient face à ce désarroi, face à l'impensable, il a trouvé des lieux de savoir scolaires, des lieux de savoir para-universitaires, le bureau d'ethnologie, et plus tard, bien plus tard, auquel il a contribué, et puis l'Institut d'ethnologie. Mais en plus, il y avait des tas de lieux de savoir animés par la société civile. Et enfin, l'émulation, Jean Price Mars a quelque part influencé et Duvalier et Jacques Roumain. Jacques Roumain a influencé René Despestre. Jacques Roumain a influencé Jacques-Stéphane Alexis. Il n'y a plus d'émulation aujourd'hui. Mais vous en preniez au duvalierisme fort bien. Je dirais à côté du duvalierisme, le totalitarisme duvalier. Et on a constaté qu'à chaque sortie du totalitarisme, que ce soit en Allemagne, en Italie, mais il y a aussi un affaissement de la pensée. Il y a une restructuration ou une reconstitution du tissu même de la pensée. Et on n'a pas vu venir les effets de la sortie du duvalierisme, qui a produit une crise du récit haïtien. Parce que Duvalier n'a pas détruit la pensée haïtienne. Duvalier l'a vassalisée et l'a captée. Et il y a eu de grands économistes sous Duvalier, et pourquoi ne pas le dire, Paul Morral, l'un des coopérants les plus actifs. On peut s'en prendre à sa géographie tropicale ou tropicaliste, mais l'un des coopérants les plus actifs et qui a densifié aussi par sa contribution la pensée haïtienne, mais il a un cadre pour travailler. Quand, contrairement à Estimé, et Estimé l'a bien fait, les Nations Unies venaient d'être, et tout cet ensemble-là a joué sur cet accomplissement d'enjeux parallèles. Il ne faut pas les recréer. Mais deuxièmement aussi, surtout, Estimé Magloire, c'était l'époque, et Duvalier a continué à sa façon, à sa manière totalitaire. Mais quand Paul Morral écrit son premier texte, ou son deuxième, L'économie haïtienne, c'est la Cour supérieure des comptes, Jules Blanchet, un enfant de 46, Jean-Luc, l'un des plus grands théoriciens de la littérature marxiste, qui justement patronnait cette étude, c'était comme une soutenance, et dont Duvalier s'est inspiré. Et il y avait aussi l'autre économiste proche de Duvalier, qui était à la Cour supérieure des comptes, mais tous ont produit. Comprenez bien, la pensée avait été vassalisée, mais n'arrêtait pas. L'Institut français, qui était un haut lieu de savoir à l'origine de 46, ça n'arrêtait pas pendant tout le duvalierisme. Moi, j'ai eu la chance de fréquenter la bibliothèque de l'Institut français. J'assistais à toutes les conférences des grands maîtres venus de là-bas, et Malraux et tout. On ne nous en voit plus. Oui, mais alors maintenant, la question qu'il faut se faire, dans une crise post-totalitaire, donc post-duvalérienne, comment penser
le récit haïtien, comment le recadrer et questionnons les lieux de savoir. Je parle, j'arrête là, j'abrège pour l'université. Mais il y a des universités, à Quisqueya par exemple, ils ont un cours sur ce qu'on appelle penseurs et pensées politiques en Haïti. Et où les gens qui dispensent ce cours ont de larges plages pour questionner par section l'évolution de ce récit-là. C'est important. Moi, j'aimerais quand même qu'on revienne à la question de tout à l'heure. Est-ce que justement, la pensée, elle n'est pas comme ça dans le vide? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une perte de ces lieux, justement, qui étaient fondateurs de démarche de savoir, de production de savoir? Je reviens au marxisme, à l'humanisme chrétien, et Pierre a eu raison de mentionner la littérature. La littérature haïtienne a toujours été un haut lieu de production de pensée. Ce n'est plus le cas. Nous sommes à l'ère des écrivains naïfs qui semblent ne connaître que la littérature. Quand on lit Alexis, le savoir qu'il y a dans l'œuvre d'Alexis, c'est quelque chose d'impressionnant. Et au fait, les grands écrivains haïtiens étaient aussi de grands intellectuels. Ce n'est plus forcément aujourd'hui le cas quand on considère la majorité des écrivains haïtiens qui produisent. Je sais que ah oui, je savais que tu allais quand même parler de l'humanisme chrétien. En fait, on parlait de Dieu. Nous sommes en 1960 sous le gouvernement de Duvalier. Il y avait au petit séminaire Collège Saint-Martial une revue, entre guillemets, révolutionnaire qui s'appelait Rond-Point. On peut toujours trouver quelques exemplaires dans la bibliothèque. Et dans ce Rond-Point, écrivait une grande figure haïtienne qui fut père spiritain. C'est Jean-Claude Bajeux. Jean-Claude Bajeux. Parce que là, les spiritains français, disons, qui venaient, pour être plus précis, de la France, c'est tout le rapport qu'avait le petit séminaire Saint-Martial avec les pères spiritains français. À l'époque, c'est très important. Et puis, il y avait un autre lieu aussi. C'est la bibliothèque des jeunes, tenue, attention, on ne sait pas ce qu'il va venir, par le père Gérard Vicente. Une autre figure. Je crois jusqu'à présent, il vit le père, enfin je dis le père Gérard Vicente, parce qu'elle fut prêtre de la congrégation des pères spirituels. Et qui fut, à un moment donné, je crois que j'étais pas en Haïti durant cette période, a été recteur de l'université, à un moment donné. Bon, je ne sais pas. Mais, il y avait oui, voilà, contexte particulier. Merci. Oui. Donc, nous sommes dans les années 60. Et là, on accueillait, à l'époque, c'est-à-dire, pendant qu'on parlait du personnalisme de Mounier en France, au même moment, hein, on parlait également du personnalisme Emmanuel Mounier en Haïti, et on publiait les textes de Mounier dans le journal des jeunes du Collège Saint-Martial pour voir également, je suis en train de me demander, est-ce qu'on peut avoir des élèves, c'était pas des universitaires, des élèves qui tenaient cette revue. Et on parlait également du grand savant jésuite Théa de Chardin. Et là, on va faire ce projet, passion du ciel et passion de la terre. Ça, c'est-à-dire pas seulement la passion du ciel, mais également la passion de la terre, comment lier le côté spirituel, le salut spirituel lié au salut matériel. Mais attention, c'était une manière de donner une réponse intelligente aux marxistes orthodoxes. Ça, c'est important. Il y avait une petite pointe également avec cet humanisme chrétien, mais comment barrer la route aux marxistes orthodoxes ou entre guillemets féroces. C'est moi qui achète. Oui, je vais demander à tous de faire des réponses un peu courtes, puisqu'il nous reste à peu près 15 minutes. Et je pense que vous avez tous beaucoup de choses à dire. Et
et on insiste qu'il doit partir à midi. Et ah oui, tu as pris la défense de l'humanisme chrétien, on abandonne le marxisme. Non. Alors, moi, et peut-être, je reviens au fait que il y a l'enjeu politique est toujours déterminant dans tout ça. Moi, je pense que ce n'est pas toujours une affaire de pensée. Il y a la pensée, il y a l'enjeu politique. Et peut-être, je vais essayer de sortir de la question pour mieux y revenir, ou bien pour alimenter le débat, quoi. Parce que pour moi, bon, et Lionel Touillot a cité certaines sources, quoi, l'humanisme chrétien, le marxisme. Mais moi, je crois qu'il y a une espèce de creuset, quoi. Le fait que Haïti a été à un moment de la durée une sorte de source, quoi. Un terrain où certaines figures intellectuelles, certaines causes ont trouvé le moyen, de trouver une source, quoi. Et souvent, on n'a pas mesuré cette portée, quoi. Parce que on était, par exemple, au début de quelques années, peut-être à l'époque de Boyer, un grand révolutionnaire français s'était installé en Haïti, quoi. Il s'est exilé de la France et il a voulu trouver refuge en Haïti. Ce n'est pas par hasard. Oui, depuis le 19e siècle. Oui, Varenne, quoi. Et voilà, on ne comprend pas ça, quoi. Et j'en viens, bon, je passe à pieds joints sur tout le 19e siècle, mais peut-être je vais en venir directement à ce qui nous concerne. La revue Conjonction qui porte bien son nom. Conjonction. C'est un trait d'union, quoi. Un trait d'union, mais un trait d'union entre certaines causes et Haïti. Ce n'est pas par hasard que le fondateur de cette revue, c'est Pierre Mabille. C'est pas par hasard. Pierre Mabille, c'est ami de Breton, quoi. Pierre Mabille qui était déjà en Haïti pendant la guerre, quoi. C'est un médecin qui était médecin à l'hôpital général de Port-au-Prince, quoi. Et qui a découvert, il était obligé peut-être de laisser la France à cause de la guerre. Il est venu en Haïti. Il a découvert un pays, quoi. Et cela lui a permis de développer ses idées, sa pensée, quoi. Haïti était une source à sa pensée, quoi. Et ce n'est pas par hasard qu'il a fait venir en Haïti Breton, quoi. Et moi, je crois, c'est cette dynamique intellectuelle, parce que moi, je crois, Haïti a été porteur d'une dynamique intellectuelle qu'on a voulu à un certain moment faire taire, quoi. Du moins, des gens n'ont bien compris, quoi. Et du moins, s'ils n'ont pas compris la portée, parce que souvent, le problème, c'est que, par exemple, en Haïti, on oublie l'intérêt de ce que représente Breton et les surréalistes. Breton, cette figure c'est un anticolonial, quoi. Une figure anticoloniale. Et ce n'est pas par hasard son intérêt pour Haïti. Son intérêt pour Haïti est lié à une forme d'exotisme. Une forme d'exotisme qui a agacé certains intellectuels. Il n'est pas son racisme. Il n'est pas son racisme. C'est un racisme bienveillant, mais de point de vue littéraire, on peut démontrer qu'il y a du racisme. Le problème, moi je crois mais il faut voir comment cette pensée a développé une critique forte de la modernité occidentale. Et ce renvoi à Haïti, ce renvoi à ce qui paraît exotique, c'était une manière de critiquer la modernité occidentale. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort, quoi. Quand le recours à Haïti, le recours à l'Afrique, par exemple, pour les gens comme Picasso ou d'autres figures du surréalisme, c'était une manière de dire, on ne sait pas qui sont les sauvages. Les sauvages, ce ne sont pas peut-être ce qu'on croit. Parce que c'est des gens qui sont sortis de la guerre et qui sont sortis de cette première guerre mondiale où la modernité a bousillé des vies entières, quoi, a bousillé des gens, quoi. La machine technologique a permis la guerre, quoi. Et c'est, au fond, cet humanisme
qui les a conduits vers autre chose que des sources de la pensée européenne, quoi. Et moi, je crois, on est à ce carrefour que peut-être dans les années 80, des penseurs américains qui ont retrouvé la pensée française ont oublié peut-être comment Haïti a été une source pour cette critique de la modernité, quoi. Et là, c'est important moi je crois, dans ce contexte où il faut réveiller et ressusciter cette pensée haïtienne, de retrouver cette dynamique, moi je crois l'intérêt, quoi. Peut-être, moi je vois déjà la perspective, comment retrouver ce centre, quoi, cette dynamique intellectuelle en Haïti, et faire que cette dynamique intellectuelle puisse ouvrir et éliminer les frontières, quoi. Et pour moi, ça passe aussi par retrouver ces lieux de rencontre, ces lieux de trait d'union, ces lieux de cristallisation de pensée, quoi, dans une dynamique d'échange, quoi. Alors, ma dernière question. Oui, vas-y vite. Oui, moi, je voudrais réagir un peu sur la question de la transmission, et la transmission dont on parle, c'est la transmission de savoir. C'est donc, avant cette question, c'est la question de l'accès à la culture, l'accès à ce savoir. Et donc, l'accès à ce savoir dépend aussi les conditions de production de cette pensée. Et l'exemple, on peut prendre à ce titre un exemple. Dans l'accès, par exemple, aux archives de l'histoire d'Haïti, il n'y a pas, pour certains et pour beaucoup, il n'y a presque aucun accès à certaines archives haïtiennes. Et on prend chez les historiens peut-être la question des correspondances. Il y a très peu de correspondances disponibles. Et je pense aussi, je pense un dernier camarade avait les correspondances entre Miranda et Pétion, mais ça a disparu avec le feu. Donc, je ne pense pas du tout que, peut-être qu'est-ce qu'on enseigne principalement à l'université ou pas, est-ce qu'on enseigne ou pas. Moi, je pense, et à la question de comment réinventer, se donner les possibilités à travers des infrastructures, à ce que cela soit disponible. Et comme il faut faire court, je m'arrête là et puis peut-être je viendrai avec la question. Ce sera malheureusement, je crois, ma dernière question. Je vais vous demander vraiment d'essayer de répondre de manière assez brève. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique ne nous empêche pas de penser? Au sens où, dans l'après Duvalier, justement, on n'a pas suffisamment pensé ce que c'était que le duvalierisme, ses conséquences, ses effets. On s'est précipité, avec l'aide de quelques-uns, dans une sorte d'obsession de démocratie formelle, sans s'en donner les moyens. Aujourd'hui, on a une communauté internationale, entre guillemets, je mets toujours entre guillemets, qui nous dit voilà où aller. Et on a non pas des penseurs, ce qu'on voit souvent à la télévision, je le disais récemment à Wendell Théodore au point, où on a les porteurs de il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. C'est un pays qui produit des technocrates de troisième zone à l'envie et qui ont les réponses à tout. Est-ce que aujourd'hui, et ce qui se passe en Occident et les effets sur nous, et notre obsession de faire de la politique uniquement dans le cadre d'une sorte de vision de la démocratie formelle comme idéal, sans penser les conditions d'établissement de la démocratie formelle en Haïti, est-ce que tout cela ne nous empêche pas de penser? Il y a deux choses au niveau de la politique. Il y a une surpolitisation de l'environnement social haïtien, c'est-à-dire on surpolitise tout, mais je crains par ailleurs, entre autres, qu'on soit confronté à une crise plus grave, qu'il y a une crise surtout de l'absence de culture politique.
et de culture tout court. C'est-à-dire, la culture savante est en danger ici. Et, encore une fois, la spiritualité haïtienne est menacée aussi. Or, ce qui a fait la force de cet accomplissement dont on parlait, c'est justement ce qu'on a appelé le triomphe de la culture savante à partir de Jacomet de 46 et tout. Et du rôle de Mabi et tout, il y a cette affaire-là. Je cite comme ça, et j'achève. Quand Catherine Burnham écrit Les danses d'Haïti, Claude Lévi-Strauss a dit, ici en Haïti, il y a quelque chose qui se passe qui ébranle une grande émotion traverse ce pays en termes de culture. Mais en préfaçant les danses n'ont été possibles, et la préface n'a été possible, c'est parce que il y a une sorte, on parlait de modernité, pas modernité haïtienne, mais il y a une sorte de modernité dans la production de la pensée haïtienne. Des acquis venus de l'extérieur, mais pas trop pesants, ces acquis-là, mais bien gérés, parce que la pensée haïtienne était portée par des penseurs qui habitaient Haïti, qui voulaient habiter Haïti. On ne peut penser un pays, son lieu, qu'en voulant l'habiter. L'habiter non seulement en termes physiques, mais en termes de sa viabilité. On va pas parler en dernier. On va faire comme si on donne la parole à la jeunesse pour la fin. Je donne la parole, je laisse la parole aux plus jeunes. Voilà, en tout cas. Bon, et peut-être il y a cette histoire de surpolitisation. Et moi, peut-être je reviens à la charge pour insister sur sur la nécessité de revisiter cette histoire, de revisiter cette histoire de la pensée, quoi. Il y a pas d'autre moyen pour pour permettre au pays de connaître cette pensée que de revisiter cette histoire, que de remettre en selle des penseurs, à commencer par la grande figure du 19e siècle et de Vathé, qui est important, et en passant par des gens comme Firmin et son compagnon, quoi, qui était à la Société française d'anthropologie, quoi. Et Janvier, voilà. Et moi, Pardon, Biro, une seconde, pardon. Est-ce quand on dit pensée et producteur de pensée, c'est d'abord des intellectuels qui pensent, des académiques, mais souvent, les académiques étaient aussi des intellectuels. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'intellectuels académiques. Il y a de moins d'académiques qui sont intellectuels. Et j'écoute les économistes, c'est comme si j'écoutais des ingénieurs. Ce qui n'était pas le cas dans les années 60. Quand je lis Pensée et le développement de Ronnie Durand, je suis en face d'un penseur. On peut ne pas être d'accord. C'est-à-dire un économiste et un intellectuel. Oui, moi, mais peut-être c'est pour que ça puisse se développer, il faut qu'il y ait des gens. Bon, parce qu'en même temps, il y a la nécessité de donner de l'âme aux recherches, quoi. Parce que les gens, peut-être, il y a pas un intérêt qui est, parce que c'est pourquoi, parce que pour l'intellectuel, c'est d'abord quelqu'un qui est touché peut-être par un enjeu politique aussi, parce qu'il y a un affect, quoi. Oui, c'est quelque chose d'assez déterminant, dans le sens où c'est quelqu'un qui a une préoccupation. La difficulté, et cette préoccupation, c'est toujours une préoccupation qui va au-delà des sciences, quoi, parce que un savant, il fait ses recherches, il reste dans ses recherches, il essaie d'établir une vérité, de construire une idée, quoi, tout ça, quoi, de développer sa pensée dans un domaine spécifique. C'est des gens
qui s'attachent à leur discipline, quoi. Mais, en fait, ce qui nourrit une pensée, ce qui permet à cette pensée de se développer, c'est peut-être ce qui est au-delà de cette pensée, quoi. Et ce n'est pas pour rien que j'évoque on retrouve des gens qui vont avoir une certaine influence en Haïti, tout simplement parce que c'était tout simplement des intellectuels, c'était pas des savants, quoi. Et ça, mais moi, je crois que cette dynamique est assez importante. Ils ont senti quelque chose ici, quoi. Et ils sont venus à la source, quoi. Et ça, c'est déterminant. Et c'est une orientation. Et c'est pourquoi moi, je situe cette démarche pas nécessairement dans la modernité. Et moi, je crois qu'il y a quelque chose qui fait qu'Haïti est le lieu de la contre-modernité, d'une anti-modernité qui s'est développée en Haïti et qui a parlé à des gens en Europe, quoi. Et qui a fait que Haïti est un carrefour, quoi. Et ce n'est pas pour rien, ces références de Lévi-Strauss à Haïti, ces références d'autres intellectuels, d'autres anthropologues, tout au long du 19e siècle, quoique il y a beaucoup de gens il y a des gens qui, absolument bizarre que Karl Marx est le premier qui fait la seule référence à Haïti, c'est sous l'eau, quoi. C'est dommage, quoi. Mais en même temps, il y a eu toujours cette rencontre, quoi. Cette rencontre, par exemple, de Janvier et Michelet, quoi, le grand historien français. Voilà. Et, ouais. Oui. Non, mais, oui. Mais, parce que moi, parce que c'est en mettant en évidence cette dynamique intellectuelle qu'on pourra peut-être neutraliser ces gens qui ont ce mépris pour ce qui est produit en Haïti. Pour montrer que nous, on est capable de parler au monde, quoi. On est capable de discuter au monde, peut-être de rompre avec cette manière de penser du monde, mais en leur parlant, quoi. Et ça, il y a des gens qui ont très bien réussi ça, quoi. Donc, qui fait que Haïti, peut-être la source de pensée, quoi. Il faut revenir à la source, quoi. Et puis, en même temps, Haïti est dans cette dynamique de confrontation qui est importante pour le développement de cette pensée, quoi. Moi, je crois que il faut revenir là. Bon, je vais pas m'étendre sur les cursus, quoi, mais bon, il y a des choses qui sont faites à l'UH. Vous n'allez pas régler vos querelles avec l'UH, c'est pas le lieu. Bon, évidemment, je suis un ancien de l'UH, je suis totalement, entièrement UH. Bon, voilà. Et un détail, plus je vieillis, plus je tente d'articuler ma théorie et ma pratique. Et je suis sérieux. Plus je vieillis, plus je fais plus d'efforts pour être cohérent entre ce que je dis et ce que je vis intérieurement. Cela étant dit, en 2015, j'ai écrit Le courage d'habiter Haïti. Nous sommes en 2015, j'ai écrit Le courage d'habiter Haïti, la vocation de l'universitaire citoyen. Ma réponse se trouve dans ce livre. Ça veut dire quoi? Pour répondre à ta question, à mon avis, ce qu'il nous faut pour la pensée haïtienne, c'est d'abord faire l'effort d'articuler nos dires et nos actions. C'est pourquoi je parle de comment habiter Haïti existentiellement. Comment habiter existentiellement. Et puis, j'ai parlé de la vocation de l'universitaire citoyen. Pour moi, dans ma pensée, c'est pas uniquement Haïti, mais c'est fort. Haïti, les Haïtiens ont peur de réussir collectivement. Un élément de ma pensée. Haïti, nous avons peur de réussir collectivement, et je parle pour une nouvelle pensée haïtienne, il faudra cultiver ce que j'appelle la joie de réussir ensemble. Je reprends. C'est-à-dire, et même si je ne partage pas la vision
de Trouillot, je sais que je ne partage pas toute sa vision, mais qu'est-ce que je veux faire avec lui pour que nous puissions réussir ensemble au nom du bien commun. Pour moi, c'est là le danger, le risque pour Haïtien, pour l'Haïtien. Comment, même si je suis pas d'accord, je ne partage pas tous les points de vue de Lionel, qu'est-ce qu'il a en lui, qu'est-ce que je peux mettre, qu'est-ce que nous pouvons mettre ensemble pour que nous soyons joyeux, et j'insiste sur le terme joyeux, joyeux de réussir ensemble malgré nos différences. Et pour moi, c'est extrêmement, en ce sens, il s'agira pour nous, aujourd'hui, au XXe siècle, comment ensemble, comment créer des structures qui nous aideront à ouvrir des brèches. Trouver la voie ensemble. Et maintenant, comment créer de nouvelles structures où nous accorderons une place importante à l'imagination. Nous avons même peur aujourd'hui d'imaginer. Nous avons tendance, c'est-à-dire bon, je ne dis pas que la communauté internationale n'a pas sa responsabilité dans le drame, dans ce que nous vivons. Mais au cœur de cette crise, que pouvons-nous imaginer ensemble? Pour moi, c'est ça, c'est-à-dire comment créer dans tous les départements du pays. Là, je ne parle pas, je ne parle pas uniquement de Port-au-Prince. Je parle de ma ville natale, Cap-Haïtien, je parle de Jacmel, je parle de Jérémie, mais il y a des Haïtiens qui vivent à Jérémie, des Haïtiens qui vivent à Port-de-Paix. Qu'est-ce qu'il y a de grand, qu'est-ce qu'il y a de merveilleux dans où trouver, est-ce qu'on peut trouver encore de grandes figures, outre que Trouillot, outre que Picard, justement, et à Gonaïves, ou bien Port-de-Paix. Maintenant, comment créer des communautés d'imagination, c'est-à-dire à travers nos petits départements du pays. Et maintenant, comment inspirer confiance aux nouvelles générations. Ça, c'est extrêmement important. Ceux avec qui nous travaillons, nous sommes les profs, etc., etc. Est-ce qu'on a un héritage, un témoignage à donner, à offrir à cette jeunesse? Pour que quand nous intervenons, les jeunes puissent dire, bon, écoutez, il y a ce qu'il a dit, M. Biron, M. Buteau, etc., etc. Les jeunes ont besoin aussi dans cette nouvelle pensée. Est-ce qu'on peut attirer nos jeunes? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette jeunesse? Et nous avons une lourde responsabilité en ce sens. Merci, Eros, que c'est beau quand tu racontes pas l'histoire, c'est fabuleux. Alors, je vais te laisser la responsabilité de dire les derniers mots. Donc, je ne vais plus prendre la parole après toi. Je remercie l'ambassadeur de France. Déjà, l'ambassade de France d'avoir relancé Conjonction. Je remercie l'ambassadeur de France pour sa présence, M. Clavel pour tout l'accompagnement de l'institution culturelle française à la production de ce numéro. Je vous remercie encore de l'idée de continuer avec Conjonction et évidemment à vous de l'assistance. Vous voyez, je vous recommande la lecture de ces deux numéros. On parlera de celui, ça va être peut-être plus houleux demain, sur la littérature haïtienne d'expression créole. Et évidemment, il faut les lire et puis il faut vous-même produire. Merci, messieurs, pour ce débat. On n'a pas posé la question, mais j'y réponds. On a invité des femmes, elles n'ont pas pu venir. C'est important de le dire. La pensée haïtienne n'est pas le privilège des hommes. Donc, je laisse donc à Louis Bernard Henry le soin de dire les derniers mots. Et merci encore. J'espère qu'on pourra en faire boire un café après. Et avant les derniers mots, je voudrais rendre hommage à Didier Dominique, qui a contribué avec nous dans les chemins de la pensée. Et par le texte de Didier, il y a quelque chose dans ce trajectoire ou cette difficulté à faire du collectif, où Didier pense que dans notre spiritualité, dans notre rapport à la spiritualité, nous avons produit un esprit absolu. C'est-à-dire par rapport à la cérémonie du bois caïman, il pense que Haïti, il y a toujours eu dans l'histoire d'Haïti, dans l'histoire de la production intellectuelle et dans l'histoire de nos luttes politiques, toujours un chemin partant du collectif qui a amené à nos plus grandes réussites. Et je crois que Didier
l'a dit, et le texte de Didier se termine aussi sur cette question d'habiter. Et c'est ce qui fonde aussi la politique, c'est comment est-ce qu'on habite un espace, comment est-ce qu'on s'y projette, comment est-ce qu'on le rêve, comment est-ce qu'on l'imagine, comment est-ce qu'on le pense par rapport au monde, comment est-ce qu'on le rêve par rapport au monde, et comment est-ce qu'on s'organise là aussi à habiter Haïti et à habiter à partir d'Haïti le monde et à jouer notre partition. Et moi je pense qu'il y a eu chez les politiques haïtiens pendant longtemps et jusqu'à aujourd'hui, on peut prendre à titre d'exemple cette idée qu'il y aurait que la jeunesse serait presque une essentialiste morale, ce serait des anges, lorsqu'on oublie qu'il y a dans ce qu'on pourrait nommer la jeunesse, il n'y a rien d'homogène, la jeunesse c'est pas une idée, la jeunesse c'est une tranche d'âge qui contient des gens qui peuvent être aussi violents, qui peuvent être aussi anti-haïtiens que n'importe qui. Donc, et sur cette volonté, moi je pense qu'il faudrait, si je reprends, et si je veux terminer en rendant hommage encore une fois, si je veux terminer en rendant hommage à Didier et Dominique, et c'est peut-être trouver à travers ce que nous avons et dans nos rapports au monde, et une espèce de force collective presque intuitive pour faire naître et renaître du sublime dans nos rapports au monde et aux autres. Merci à tous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ce beau panel. Je suis Don Pedro Nasson-Théoné, fondateur et président des éditions Goutte Lettres. Il y a un membre d'une phrase de Lionel qui m'a interpellé, qui me fait songer à quelque chose que tout le groupe de Goutte Lettres et moi, sur lesquels nous travaillons. C'est le membre de la phrase, c'est que nous sommes un peuple qui ignore ce qu'il sait. C'est fort bien dit et c'est quelque chose que je partage depuis que j'ai commencé à m'intéresser au livre haïtien, depuis que j'ai commencé à m'impliquer dans l'activité éditoriale en Haïti. Parce que moi, je me suis retrouvé buté sur un problème réel, c'est que le livre haïtien, et la scène littéraire haïtienne, et la scène de la pensée haïtienne est ailleurs. Donc, je voulais vous faire à tous cette question. Comment, parce qu'à un moment donné, vous allez tous parler du problème de la transmission. Donc, comment envisager la transmission d'une pensée d'un peuple donné dont la scène est ailleurs? Sur le plan littéraire, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Je vais pas faire mon héros de verser dans les anecdotes, mais quand on veut taquiner, quand nous écrivons ici, on veut taquiner nos collègues martiniquais ou guadeloupéens, on leur dit, vous vous battez pour savoir qui sera publié chez Gallimard. Nous, on se bat pour savoir qui sera le plus respecté en Haïti. Et il y a une énorme différence. Je vais te faire remarquer que Franck Etienne, Gary Victor, je nommerai pas Lionel Trouillot, ce sont des écrivains qui ont été consacrés par Haïti, point merde. Franck Etienne prend l'avion pour la première fois d'arriver les mains de répéter à 51 ans. Il y a quelque chose qui est en train peut-être de se mouvoir, mais il ne faut pas se tromper sur ce pays. René Philoctète, c'est 4 mois en dehors. C'est 4 mois en dehors d'Haïti. Georges Castras, c'est 30 ans en dehors d'Haïti, mais il n'en a jamais parlé. Donc la scène littéraire haïtienne, non. Peut-être la scène de la pensée aujourd'hui, je ne sais pas. Mais dire que la scène littéraire haïtienne est à l'étranger, ça, il suffit d'aller dans des mouvements d'ailleurs, dans les festivals que toi-même tu organises, dans les vendredis littéraires, dans les moments de culture. Je te promets que sur le plan littéraire, si un pays se fout royalement d'étrangers, c'est Haïti. Peut-être qu'il y a une chose qui est vraie. Il y a une rupture entre le politique et le culturel. Autrefois, tous les mouvements politiques sont liés à des mouvements culturels. Ça, ce n'est plus, hélas, le cas. Mais aujourd'hui, quand tu dis que la scène intellectuelle est à l'étranger, écoute, tu connais un Haïtien qui prend Welbeck au sérieux. Le jour où qui prend Bernard Lévy au sérieux. Non, faut pas se tromper. L'impasse que nous vivons, nous ne sommes pas les seuls à la vivre.
considérer ce point, c'est comme si on peut arrêter. Nous, on ne va pas faire une discussion. Je vais juste reprendre une chose que Routier a évoqué tout à l'heure. Considérer seulement ce point que dit l'infrastructure qui devrait appuyer cette pensée. Mais Sur ça, nous sommes d'accord. Mais c'est pas que la scène soit d'ailleurs. mais la scène est ailleurs. Parce qu'on a tous un pied ailleurs, un pied ici. Donc là où on est légitimé, reconnu, c'est ailleurs et non pas ici. Vous avez évoqué deux cas, entre autres bien sûr, mais qui sont des particularités qui quand même justifient ce que l'on dit. Je pense qu'il nous faudrait travailler à instituer réellement la pensée haïtienne, à instituer réellement le livre haïtien. Et je pense que c'est seulement à ce moment qu'on pourra reconnaître cette effervescence intellectuelle et culturelle dont vous parliez au début de votre intervention. Merci. Et bonsoir tout le monde. Bon, malheureusement, je viens du ghetto, je ne parle pas bien le français. Et merci. Et la question, on parle de la conjonction, mais où est Onika? Par exemple, la conjonction, c'est un lieu où l'on se rencontre, c'est un pont. Mais je ne vois pas, il n'y a pas une femme avec vous. Vous parlez de la conjonction. Et l'autre question, est-ce qu'il y a, c'est ce qu'on appelle une pensée vraiment haïtienne? Est-ce qu'il y a une pensée haïtienne? Non. Non, c'est une question, vous allez en quelque sorte avec des thèses et pour essayer de répondre à cette question. Est-ce que pourquoi pas il n'y a pas une femme avec vous? Je ne sais pas demain s'il y en aura. Et est-ce qu'il y a vraiment une pensée haïtienne? Parce que jusqu'à date, on ne parle pas, c'est ce qu'on appelle de l'idéal des alignés, surtout lorsqu'on parle de la France. Merci, je suis de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Je suis politologue et diplomate de formation, jeune Cité Soleil du ghetto. Merci. Merci. Mais où sont les méchants? Parce que sur la question de la femme, j'avais répondu qu'il y a eu des empêchements, c'est pour ça qu'il n'y a pas de femmes ici. Maintenant, pour le reste, messieurs, moi je n'ai fait qu'animer le débat, je vous laisse répondre. Moi, ce que je promets, j'ai un article, j'ai identifié un article publié dans les années 30 ou 40, ça c'est pour, sur la pensée haïtienne. Il y a quelqu'un qui, avant nous sommes dans les années 40, qui a produit, le nom de l'auteur m'échappe pour le moment, mais je vais chercher l'article et je le passerai à mes collègues qui sont ici, et peut-être à Lionel Trouillot, et vous demanderez à Lionel, à un moment donné, de vous passer un article publié dans les années 40 sur, justement, ayant pour titre « La pensée haïtienne ». Voilà. Et puis, pour le jeune, là, nous sommes très proches des femmes. Ça peut arriver qu'il n'y ait pas parmi nous, mais s'il y a des gens qui s'intéressent, et puis dans ce numéro, il y a Sabine Lamour, il y a, je crois, Evelyne Trouillot. Donc justement, dans ce numéro, il faut au moins le feuilleter pour voir que il y a la présence féminine dans ce numéro. De grâce, chers amis, allez là-bas et puis ouvrez ce journal et vous verrez, il y a une présence significative des femmes dans ce numéro. Merci beaucoup. Et j'ajouterais, oui, Pedro, la scène dont tu parles, je crois que le discours est piégé. Nous sommes un peu piégés. Je crois que nous sommes confrontés à une situation aussi qui explique, qui éclaire peut-être ton inquiétude, dans la mesure où dans l'histoire des grands moments de politique, de modernisation d'Haïti, eh bien c'est pour la première fois qu'Haïti s'inscrit dans un projet de modernisation sans aucun repère. C'est-à-dire que la mort du récit, l'apparence de ce lycée-là est liée à cette modernisation désordonnée et liée aussi à une dépaysanisation énorme où, là on peut être d'accord avec le dicton, l'objet de consommation placé, l'objet culturel. Et quand tu parles d'infrastructure, de tout, on parle de modernisation. Il y a des lieux de savoir.
le bulletin d'ethnologie a été publié par des gens qui n'avaient pas d'infrastructure et qui n'étaient pas en principe des privilégiés. Ils produisaient. Moi, je ne suis pas depuis que la scène n'est pas ici. Parce que la scène n'est pas ici, parce qu'on est dans une dynamique, transnationale, quoi. Et pour moi, la scène est d'ici ailleurs. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Vraiment, si vous pouvez encore applaudir nos intervenants. Je vous remercie beaucoup. Puis en fait, je vous invite à continuer la conversation avec eux. Ils ne vont pas tous partir, ils sont là. Et vous aurez aussi la possibilité de regarder les anciens numéros de Conjonction et d'acheter les plus récents aussi. Notamment le numéro 230 consacré à la littérature d'expression créole que nous lançons aujourd'hui. Et puis je vous invite aussi à aller voir Reza, qui n'a pas terminé, donc qui continue son œuvre. Le graffeur que nous avons invité à être inspiré par les débats aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup et à demain, 10h. Oui, 10h. Littérature d'expression créole numéro 230.